Merci de l'honneur que vous me faites. Vous me demandez aujourd'hui de faire la photo de la Côte d'Ivoire. Vous donnez une photographie de la Côte d'Ivoire. C'est vous dire comment je vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et puis après avoir fait la photographie, vous dire en utilisant tous les logiciels que je peux utiliser, comment je pourrais la projeter, la rendre plus belle, la rendre plus dynamique, la rendre plus généreuse. Je vais donc faire mon propos en deux éléments, en deux parties. La première partie, je vais présenter la Côte d'Ivoire telle que je la vois aujourd'hui. Et puis, je vais vous partager mon espoir, mon rêve et tout. Voyez, la Côte d'Ivoire, jadis, on disait terre d'espérance. On continue de dire terre d'espérance. Pays de paix, modèle de stabilité, des qualificatifs et des qualificatifs, et j'en passe. A connu, après Félix Houphouët-Boigny, les tourmentes. On a commencé par un premier coup d'État sans effusion de sang. Nous pensions que nous étions vraiment une exception dans le monde. Ensemble, nous avons commencé à parler. Forum de la réconciliation, accord de Ouagadougou, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions à quelque chose de consensuel pour organiser des élections. On a convenu que la période dans laquelle nous étions était une période de transition pour nous tous, parce qu'il fallait dialoguer. On a discuté et on est arrivé à une élection de 2010 qui a permis d'élire le président Alassane Ouattara. Au passage, au premier tour, moi qui vous parle, j'ai fait campagne pour le président Aimé-Henri Konan Bédié. Au deuxième tour, j'ai fait campagne pour le président Alassane Ouattara. Après, j'ai été sur RFI et sur différentes radios pour que l'expression que nous avions faite à cette époque, ce que nous avions dit dans les urnes, puisse être respecté. On s'est tous battus pour que le président de la République, qui nous avait vendu à cette époque-là un véritable rêve et qui nous avait accroché, puisse exercer le pouvoir d'État de façon convenable. Le président a commencé à exercer donc. La Côte d'Ivoire a repris. Cette Côte d'Ivoire qui avait coupé avec des bailleurs, avait perdu son poids dans la sous-région. Et cette Côte d'Ivoire est en train de renaître. Mais il se trouve que je l'observe aujourd'hui à une période assez importante de notre histoire parce qu'on va vers 2020. Or, dans le calendrier du président de la République, 2020 est une date fatidique. Il a promis qu'à l'horizon 2020, nous deviendrons un pays émergent. Je n'ai pas envie d'aller me concentrer sur une définition d'émergence, parce que les bailleurs et les différents acteurs intervenants au plan international ont donné une définition de l'émergence, mais moi je ne voyais pas cela comme ça. Pour moi, le président, en nous promettant l'émergence, nous conduisait vers un pays plus démocratique, un pays qui garantissait beaucoup plus les droits des citoyens, un pays plus paisible et un pays qui vendait du rêve, de l'espoir à sa jeunesse. Aujourd'hui, je regarde la situation et puis j'ai de la peine. Parce que ce que j'avais espéré en 2010, en 2011, jusqu'à même très récemment en 2014, ne semble pas poindre à l'horizon. Au contraire, quand je regarde, je vois plus de difficultés à venir que ce que nous avons déjà traversé. Et je m'en inquiète. Aujourd'hui, je suis député à l'Assemblée nationale. Il se trouve que des choses simples sont devenues compliquées. Des choses simples comme la représentation de l'opposition à l'Assemblée nationale garantie par l'article 100 de la Constitution sont devenues compliquées. On passe dans des interprétations à fatiguer le peuple. L'Assemblée, c'est plusieurs partis politiques. Il se trouve que le parti au pouvoir à l'Assemblée nationale, par exemple, récolte près de 63% de présence dans l'Assemblée nationale. À partir de l'instant où vous avez 63%, si vous demandez aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, aux Français, un peu à tout le monde, on vous dira, bon, ça veut dire que dans les bureaux respectifs et dans la composition des organes de l'Assemblée, vous occupez 63% des postes. C'est proportionnel, même si ce n'est pas écrit. La représentation, elle doit être proportionnelle. C'est en fonction de ton poids. Même au plan communal, régional, c'est ce que nous faisons. Mais que non. Aujourd'hui, ce qui avait été vu comme un élément de l'histoire de la Côte d'Ivoire est remis en cause. Parce que des gens qui étaient alliés hier se sont séparés. Voyez-vous, le premier groupe parlementaire à rejoindre le PDCI-RDA à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'était le FPI. Ils étaient 9. Or, dans les textes de la République de Côte d'Ivoire,
Pour constituer un groupe parlementaire, il fallait 10 personnes. Mais est-ce qu'on pouvait laisser des gens qui viennent de participer à une élection législative, qui a eu 9 députés, on pouvait les laisser de côté, ne pas les mettre dans les bureaux, dans les instances? Est-ce que cela enrichit notre démocratie? Le PDCI, à l'époque, parti au pouvoir, s'est assis, a dit non, revisons les tests, ramenons à 8 pour que le FPI puisse avoir un groupe parlementaire, avoir droit à un vice-président et avoir un certain nombre de personnes qui pourraient nous aider à enrichir et à enraciner notre démocratie. Et depuis lors, ça a toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, de plus en plus, le travail à ce niveau-là, qui est le haut lieu des débats, les plus intéressants. Parce que vous avez une Assemblée nationale aujourd'hui qui est composée en totalité dans son bureau, dans les représentations à l'international, un peu partout, d'un seul parti politique. Alors que, si vous lisez l'article 100 de notre Constitution, l'article 100 est clair, il faut absolument qu'il y ait une représentation de l'opposition. C'est un pays qui économiquement a démarré, mais qui stagne, parce que nous sommes gérés par le phénomène de la corruption à divers niveaux. Vous êtes nombreux ici, Café des Citoyens. Mon rêve, c'est d'arriver à une Côte d'Ivoire démocratique, c'est-à-dire qui garantit une égalité de droits pour tous les citoyens que nous sommes ici. Une Côte d'Ivoire qui est une république qui donne une égalité de chances aux citoyens, de sorte que dans la compétition saine, nous puissions tirer les meilleurs et tirer notre pays vers le développement. Voici mon rêve. Mon rêve, c'est de voir une Côte d'Ivoire qui lutte véritablement contre la corruption. Mon rêve, c'est de voir une Côte d'Ivoire qui revende de l'espoir à sa jeunesse et qui fait en sorte que plutôt que de cotiser 4 millions, 5 millions pour aller mourir dans la Méditerranée, les jeunes gens se mettent à travailler avec le peu d'argent qu'ils ont en entreprenant par eux-mêmes. Vous avez dit que vous avez des inquiétudes en 2020. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous reconnaissez que la Côte d'Ivoire a démarré. Et que la Côte d'Ivoire qu'on rêvait, la Côte d'Ivoire du Faux-Boigny, a vraiment démarré. Donc pour vous, moi je ne vois pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que tout va bien. En Côte d'Ivoire, tout va bien. Donc je voulais vous dire que n'ayez pas peur. En Côte d'Ivoire, il n'y a rien, tout va bien. La première méthode est assise. Mais vous voyez, la démocratie, c'est une quête perpétuelle. On recherche l'équilibre, le juste milieu. Sous ou fouette, nos devanciers te diraient c'était la démocratie. Mais elle correspondait à une époque. Au sein du parti unique, au début, ils ont commencé par nommer, je crois, les députés. Arrivé à un certain moment, on dit non. Il faut faire des élections entre eux-mêmes pour désigner qui va être député de ceci au sein du parti unique. Donc c'est une quête perpétuelle. Après, on faisait des élections à partir de l'organisation de l'administration. On s'appuyait sur les préfets qui organisaient les élections. On dit non, ce mode n'est pas approprié. Il faut passer à une organisation faite par une autorité administrative indépendante. On faisait des élections avec un bulletin pour chaque candidat. On avance, on dit non, ça c'est pas approprié. Il faut que les candidats soient placés sur le même pied d'égalité. Donc eux tous doivent apparaître sur le même bulletin. C'est ça la quête perpétuelle d'une démocratie qui se renforce. La démocratie se renforce à partir de l'instant où les institutions ont de la force. Quelqu'un a dit en Afrique de l'Ouest ici, on n'a plus besoin d'hommes forts, on a besoin d'institutions fortes. Le président de la République de Côte d'Ivoire, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, il fait ce qu'il a à faire. Ce que moi, citoyen, j'attends de lui, c'est de me laisser des institutions fortes qui me protègent. Voici mon rêve. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui, pour moi, il y a un problème. Toi, si tu commets un délit, un crime tout à l'heure, ils vont te prendre, on te met au nouf, c'est fini. Par contre, si un ministre, un vice-président, ou à défaut le président de la République lui-même se rend victime de quelque chose, personne ne pourra le juger. Est-ce que vous le savez au moins? Or, la nouvelle constitution, en son article 4, dit que nous sommes tous égaux et personne ne doit être discriminé ni pour sa race, ni pour son ethnie, ni pour son opinion. Et pour plusieurs autres choses. Mais comment vous voulez qu'on juge le citoyen quand il commet un délit et puis qu'on ne juge pas celui qui est ministre? On a été en Côte d'Ivoire ici, il y a eu une affaire de voiture non dédouanée. On a cité des gens. Est-ce que vous avez la suite de l'enquête?
Vous pensez que c'est normal? On a cité une affaire d'université sur laquelle il y a eu un problème, même le DAF de l'université. Il allait un peu au Niouf avant de ressortir. Mais est-ce que vous avez eu la suite? Parce qu'il n'y a aucun instrument qui permet même de mettre en cause celui qui est l'ordonnateur, qui est le ministre. La République, là, M. Ouattara l'a voulu avec de nouvelles institutions. Là où nous sommes, il nous faut par exemple une haute cour de justice. Elle se met en œuvre à partir de l'instant où le Sénat fonctionne. De sorte que le citoyen que tu es, qui pense que le ministre n'a pas fait, ou le ministre a mal fait, qui a les preuves de ce que nous disons, peut demander à la Cour d'engager la responsabilité du ministre. Ça se fait aux États-Unis. Même le président de la République des États-Unis, vous savez qu'il y a des affaires sur l'affaire de Russie en ce moment. C'est ça notre rêve. C'est de voir garantir pour toi une justice et pour l'autre une justice. Pour qu'ils comprennent que chacun à son niveau peut être jugé. Voilà mon rêve. Sur ce temps dit, je voudrais fondamentalement savoir qu'est-ce qui divise le président Alassane Ouattara et le président Bédié. Je voulais savoir, PDCI, avant qu'il était une organisation, même parti politique de débat, aujourd'hui on constate que dans la mise en œuvre de la réforme de la CEI, on constate que le PDCI refuse d'aller aux négociations. Je veux comprendre le fondement de cette attitude-là. Merci. Vous avez fait l'exposé tout à l'heure. Vous avez parlé du fonctionnement même d'un État. J'aimerais savoir, j'ai lu un de vos posts il y a quelques heures de cela, vous invitez la population à venir à l'Assemblée nationale pour une procédure d'urgence pour examiner le projet de loi sur la CEI. Vous êtes un élu de la nation. Est-ce que, à travers cet appel, ce n'est pas un signe de résignation de votre mandat, par exemple? Ça, c'est un. Et deux, j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous faites partie carrément, je peux dire, de l'aile du PDCI-RDA avec le secrétaire exécutif du professeur Maurice Akou-Dikawe. En sourdine, il se murmure que vous êtes pistonné par le président Pablo Konan-Bertin pour un combat contre le RHDP. Donc, j'aimerais en savoir davantage. Merci. La relation entre le PDCI et le RDR ressemble à la vie d'un couple instable. Nous avons vu le RDR et le PDCI dans un front patriotique. Par la suite, il y a eu un divorce. En 2010, en 2015, ils ont été conquérir le pouvoir d'État ensemble. Aujourd'hui, les deux partis ne sont plus ensemble. Motif pris de ce que nous sommes allés précipitamment pour la création d'un parti unifié et l'alternance n'a pas été faite en faveur du PDCI. Au regard donc de ces motifs, le député peut déclarer que nos leaders, qui sont le président Henri Konan Bédié, le président Alassane Draman Ouattara, qui sont les grands acteurs de la vie politique ivoirienne actuelle, ont échoué. Est-ce que cela peut se dire? Deuxièmement, si d'aventure le RDR avait accepté de proposer au PDCI d'être le candidat de RHDP de la coalition en 2020, est-ce que le PDCI allait renoncer en tout cas à cette collaboration de RHDP? Les relations entre le RDR et le PDCI-RDA dans le cadre du RHDP se sont brouillées pour des raisons simples. Apparemment, certains de nos cadres avaient compris depuis l'appel de Daoukro que ce que le président a dit à Daoukro n'était pas bien compris par nos alliés qui étaient ceux du RDR. Avant l'appel de Daoukro, pour être sincère avec vous, certains cadres sont allés voir le président pour lui dire: demande au président de la République de faire des réglages. Notre fonctionnement ne marche pas. Parce que quand on a fini de signer, d'aller à Yamoussoukro pour faire tout ce qu'on a fait devant les chefs et tout ça, ils devaient se retrouver pour travailler sur la gouvernance commune. Ce travail n'a pas été fait. Les cadres du PDCI sont donc allés voir le président pour dire: dis au président de faire des réglages. Parce que tel que les choses fonctionnent entre nous là, il y a des problèmes. Apparemment, cela n'a pas été entendu. Dans la suite, au fur et à mesure qu'on a commencé à avancer dans le temps, les uns et les autres se sont rendus compte que la clause d'alternance à laquelle s'était accroché l'ensemble des militants du PDCI-RDA
n'était pas bien perçu par nos alliés du RDR. Et qui du coup ont mis la pression à travers certains de nos cadres, même de nos anciens cadres, pour qu'on aille à ce qu'on appelait le comité de haut niveau. Malheureusement, le comité de haut niveau était composé en partie de personnes qui étaient déjà au gouvernement. Curieusement, je me rends compte que quand on est dans cet espace, quelquefois on n'a pas la même pensée que quand on est assis ici. Je prie Dieu que si un jour j'arrive là-bas, que ça ne me transforme pas totalement. Parce que c'est des choses simples. Les militants disent qu'il faut régler des choses entre nous pour que notre marche commune avance. Vous dites non, allons-y à un comité, ce qu'on appelle comité de haut niveau, pour créer un parti unifié. Il est clair qu'il y a déjà un hic. Parce que les questions qu'ils ont là n'ont pas encore trouvé de réponse. Et on avance, le comité de haut niveau travaille, ils envoient un document. Le PDCI-RDA se réunit en bureau politique pour dire, bon, on a vu le document, on veut bien aller ensemble avec nos frères. Mais tel qu'on voit la chose là, il faut qu'on fasse l'alternance. Vous savez quoi? L'alternance là, c'était l'étape à franchir pour nos alliés du RDR. Franchir cette étape allait ouvrir la voie au renforcement des liens entre le PDCI et le RDA de façon définitive. Il faut oser, vous avez osé, vous dites oser le débat, mais osez faire le pas. Vous pouvez imaginer de l'autre côté ce que le président Bédi a dû subir en 2010 avant de faire une déclaration solennelle pour dire j'invite le PDCI-RDA à faire campagne pour le président Alassane Ouattara. Des gens sont allés lui dire non, il ne faut pas faire ça. Si tu le fais, ils vont nous doubler. Ils ne vont jamais reconnaître. Ils ne vont pas nous accompagner. Ils ne vont jamais vouloir qu'on se mette ensemble. Le président a dit, je fais confiance à mon jeune frère et je pense qu'on va se comprendre. À supposer qu'on avait accepté que le PDCI-RDA propose un candidat au RHDP. On serait tombé dans un jeu président, vice-président, ainsi de suite. On se partageait certaines choses. Bon, je n'aime pas bien cette expression de partage. Mais on allait gérer de façon à ce que nous-mêmes, peut-être quand on va arriver dans 15 ans, 10 ans, on se dise, bon écoute, à quoi sert-il d'être dans deux positions? Pourquoi ne pas nous mettre ensemble dans un seul groupement? Parce que le président disait, il dit étant entendu que, dans son appel de Daoukou, il a été clair, il dit étant entendu que, l'expression étant entendu que est un préalable. Ça dit qu'on fait ça d'abord avant d'arriver au parti unifié. Malheureusement, c'est ça qui n'a pas été compris. Mais comme on est en démocratie, on s'est dit, bon, peut-être qu'on est tout petit, nos frères là ne comprennent pas que nous pouvons constituer une force. Donc laissons-les, ils vont faire leur chemin. Nous également, nous allons faire notre chemin. Le deuxième élément sur lequel on n'était plus d'accord, c'est la perception qu'avaient certaines personnes de la question de la réconciliation. On n'a plus la même perception de la chose. Parce que si vous voyez le PDCI-RDA connaît l'ancien mandat d'arrêt contre le président Alassane Ouattara, mais le PDCI-RDA a été victime d'un coup d'État. Victime d'un coup d'État. Toutes les personnes qui étaient de la génération qui étaient ministres à cette époque, DG et tout ça, il y en a qui ne sont jamais revenus à leur niveau de vie. Mais le PDCI a trouvé la force d'ouvrir ses mains au RDR. On est entre nous. Quelques-uns d'entre nous ont quelquefois soupçonné certains cas du RDR d'avoir été dans le coup de 99. Ça, c'est pour te dire la vérité. Mais n'empêche qu'on a franchi le pas. On a fait le pas pour ouvrir la main au RDR. Et puis on s'est mis ensemble. On a commencé à travailler pour avoir le pouvoir. En 2010, s'il n'y avait pas eu cet appel, malgré l'appel, vous avez vu comment c'était étriqué, c'était coincé. S'il n'y avait pas eu cet appel de 2010, s'il n'y avait pas osé en 2010, ça allait être très compliqué. Donc moi je pense que entre nos différents leaders en Côte d'Ivoire, pour 2020, j'aurais souhaité que les volontés des partis soient respectées. Aujourd'hui, le RHDP, c'est un autre parti qui s'est constitué avec des valeurs qui sont propres au parti et qui ne sont pas des valeurs forcément dans lesquelles se reconnaît le PDCI-RDA aujourd'hui. Certains de nos cadres sont là-bas. Nous sommes tous ici, nous savons la situation du pays, nous savons ce qui s'est passé avec certains de nos cadres. Donc ce n'est pas le petit Marius qui est en train de faire un combat personnel. Non, il y a des valeurs auxquelles nous sommes attachés et quand ces valeurs ne sont pas mises en avant, nous disons non.
Je ne fais pas de combat pour quelqu'un, je fais une bataille pour ma génération. Là où je suis, à mon âge, si je ne rêve pas de changer la Côte d'Ivoire, je ne rêve pas de voir une Côte d'Ivoire qui fait autrement les choses, c'est que j'aurais échoué. Parce qu'après cet âge-là, c'est l'autre partie de ma vie, c'est la réalisation. En ce moment, je dois être celui qui rêve à de bonnes choses et donc qui ambitionne de voir la Côte d'Ivoire plus grande. Concernant la CEI, ce n'est pas une résignation. À l'Assemblée nationale, c'est un lieu de débat, même si quelques-uns de nos ministres, commissaires du gouvernement, quand ils arrivent, se fâchent. Mais nous, on fait le débat. Moi, j'estime qu'à partir de l'instant où le gouvernement décide d'ouvrir le débat sur la CEI, il faut prendre du temps pour clore ce débat. Il faut le mener à fond. Parce que, avant qu'on se retrouve même pour examiner la loi en commission, le FPI d'Afingessa a fait une déclaration pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. La société civile, APDH et tous ceux-mêmes qui ont porté plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples viennent de faire une déclaration pour dire qu'ils ne se reconnaissent pas dedans. Entre nous, on veut aller à la paix. On veut un instrument qui va nous garantir la paix. À partir de l'instant où on a des frères qui disent non, ça c'est pas bon, prenons du temps. On est pressé, on va où? Quand on va adopter la loi sur la CEI, là, il est clair que cette loi-là, elle est source de division déjà. À l'Assemblée nationale, le RHDP est majoritaire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à l'Assemblée nationale, ça va passer. Mais quand dira le peuple? Comment il va l'apprécier? Que diront les acteurs? Comment est-ce qu'ils vont réagir devant cette façon de faire? Moi, j'estime qu'on peut toujours rechercher le juste milieu. Qu'est-ce que les gens demandent? L'opposition et le PDCI demandent que pour la CEI, il y a deux organes. Vous vous souvenez du spectacle dans lequel on a vu mon président de l'institution dans laquelle je suis, le président Amadou Soumaoro. Moi, je dis le président Amadou Soumaoro, hein, il faut bien que les journalistes reportent. Le président Amadou Soumaoro est venu, il a balancé des journalistes, le jour de la proclamation des résultats, vous vous souvenez de ce spectacle? Damana Picasso est venu récupérer des documents avec celui qui est en train de proclamer les résultats. On ne veut plus de tel spectacle. C'est la raison pour laquelle nous préconisons que la CEI est un organe central, qui est un organe de décision, où là-bas ils ont le droit de vote, mais composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, mais choisi par appel d'offres. C'est eux seuls qui, devant la nation, sont responsables. Et puis, un comité paritaire composé de partis au pouvoir, de partis de l'opposition et de la société civile. Eux, ils ont un rôle de contrôle. Voici la CEI que nous voulons. Mais celle qu'on nous propose, quand on dit un représentant du président de la République et un représentant du ministre en charge de l'administration territoriale, mais ceux-là ne peuvent pas être candidats pour être président de la CEI. Pourquoi ne pas les enlever en même temps? Est-ce que ça ne rejoindrait pas en partie ce que les autres ont souhaité? Nous-mêmes, on a échoué dans certaines choses. Nous qui sommes plus jeunes, déjà, on a échoué dans certaines choses. Peut-être que nous avons échoué à notre niveau. Mais nos acteurs, nos aînés, je ne veux pas croire qu'ils aient échoué. Ils ont fait ce qui leur semblait juste, peut-être. Mais ce n'est pas bien apprécié par nous. Prends quelqu'un qui est collaborateur du chef de l'État aujourd'hui, il te dira tout va bien. Moi, je ne suis pas là-bas, je te dis, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, ne serait-ce qu'à voir ceux qui font des affaires ici. Qui a eu un marché dans le cadre du PPU, parmi vous? Vous connaissez quelqu'un qui a une entreprise qui a eu un marché dans le cadre du programme présidentiel d'urgence? Est-ce que vous en connaissez? Si vous prenez la plupart des entreprises qui ont remporté des appels d'offres dans le cadre du PPU, vous verrez que le PPU a commencé en 2011. Je vous invite tous à aller rechercher les entreprises et regarder les dates de création des différentes entreprises. L'État, aujourd'hui, doit garantir une égalité de chances et pour les entreprises en interne et certainement pour celles qui sont à l'extérieur. La Sotra était ici, on lui a confié le transport en Abidjan. La Sotra n'a pas pu faire le travail. Nos frères et sœurs ont utilisé des baka, des wororo pour pouvoir les aider. Ils sont même restés sur la lagune pendant des années. Ils n'ont jamais pensé qu'on pouvait aller changer le bateau, faire de nouveaux quais, faire de nouvelles destinations pour pouvoir accroître les choses et permettre d'avoir un peu plus de moyens. Ils n'ont jamais pensé à cela. Ils sont restés là et puis sous leurs yeux, ils ont vu deux grandes compagnies venir se mettre à côté d'eux. Et apparemment, je crois que les entreprises en question les dominent. Ils ont développé une flotte, un réseau, ou même tu as envie de faire un mariage, tu vas sur un bateau de ces entreprises-là, et puis tu fais le mariage. Mais regardez, vous êtes des pionniers dans le domaine. Aujourd'hui, les écoles de Côte d'Ivoire, on a été l'une des premières régions
à avoir une école d'ingénierie, Yamsokro, NSTP, on a formé pour former de grands ingénieurs. Mais on est encore très en retard. Parce que même pour refaire la route d'ici, allez demander qui sont les ingénieurs qui ont travaillé sur la conception, la réalisation de ces œuvres. Mon rêve, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire qui forme des ingénieurs qui vont travailler pour nous. Des ponts construits par les nôtres, des chaussées construites par les ingénieurs de ce pays. Mais cela se fait dans un environnement bien déterminé. Je dirais donc que nos leaders n'ont pas échoué. Ce n'est pas nous qui devons les juger à ce niveau. Nous devons plutôt juger leurs actions. Nous estimons que si nous sommes dans un système qui est purement démocratique, celui qui doit l'emporter va l'emporter. Et il ne l'emporte pas pour lui, il l'emporte pour la République. Et il fera l'affaire de tout le monde. Dernier élément, à mon âge, on ne peut pas me manipuler. Kakabe a été mon formateur. Nous sommes nombreux ceux qui l'ont formé. On avait espéré à un certain moment que nous passions à la tête de la JPDCI parce que, bon, on a fait les classes pour. Et puis après, il y a eu des problèmes. Mais je me suis organisé personnellement pour me faire entendre au sein du parti. On a de bons rapports, mais bon, je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. En tout cas, je suis attaché à mes convictions. J'ai dit, à notre âge, vous qui êtes ici, si vous n'avez pas de rêve et que vous ne vous attachez pas à ces rêves, mais ça en sera fini pour ceux qui viendront après nous. Parce que plus jeunes que nous, au lieu de rêver, ils vont plutôt penser à des choses qu'on fait quand on a 50, 60 ans. Nous, notre devoir, c'est de rêver d'une Côte d'Ivoire qui est bonne et solide.